Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous du vendredi, le 7-8 week-end. On va parler actualité mais aussi loisirs et d'ailleurs voici les titres de ce vendredi 8 janvier. L'actualité du jour, c'est évidemment les nouvelles annonces du gouvernement. Pas de troisième confinement pour l'instant mais pas non plus de réouverture des lieux culturels ou encore des restaurants. Nous ferons le point avec notre journaliste Astrid Bergère. On parlera aussi cyclisme, la course au soleil. Le Paris-Nice passera une nouvelle fois par les Yvelines au mois de mars. 2 départs dans le département, à Saint-Cyr-l'École et à Oinville-sur-Moncian. Nous accueillerons les 2 maires de ces communes. Enfin, des idées de sortie pour le week-end, des bonnes résolutions à prendre pour l'année 2021 avec des exercices pour reprendre une activité physique ou encore une recette diététique, nos idées loisirs pour ce week-end et aussi le résumé de l'actualité de la semaine. Comme je vous le disais en titre, le Premier ministre Jean Castex a pris la parole jeudi soir pour annoncer des nouvelles mesures contre le Covid-19 et parler de la stratégie vaccinale. Astrid Bergère, vous êtes avec nous, bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette prise de parole ? Alors ce discours était bien évidemment très attendu. Finalement, Jean Castex a annoncé que la situation sanitaire ne permettait pas de rouvrir les lieux qui sont actuellement fermés. Les lieux de culture, cinéma, théâtre, musée restent fermés, clos jusqu'à au moins la fin du mois. Du côté des stations de ski, le Premier ministre a fixé un objectif d'ouverture des remontées mécaniques début février. Quid des restaurants et des bars ? Qu'en est-il pour eux ? Pour les restaurants et les bars, la situation est encore bien critique. Pas de réouverture avant au moins mi-février. On écoute d'ailleurs la réaction d'un restaurateur de Montigny-le-Bretonneux. Ça va être extrêmement difficile pour nous et pour beaucoup. Je pense surtout aux restaurateurs qui se sont installés depuis peu de temps, depuis 1, 2, 3 ans. Donc pour eux, ça va être très très dur, pour nous aussi. Donc ce qu'on attend surtout, c'est une date de réouverture, c'est-à-dire une visibilité. Tout le monde demande ça, une visibilité. Là, on fait des sauts de puce ou des sauts de géants même de mois en mois sans trop savoir ce qui va se passer le mois suivant. Et les mesures économiques pour ces secteurs sont bien évidemment maintenues. Alors le couvre-feu à 20h déjà en vigueur est maintenu au moins jusqu'au 20 janvier. Pour le moment, les Yvelines ne seraient pas concernées par une avancée de ce couvre-feu à 18h, mais Jean Castex annonce quand même que des nouvelles mesures pourraient être prises dans les prochains jours si la situation sanitaire ne s'améliore pas. Et l'autre point important, Éléonore, c'est la simplification des arrêts de travail. Désormais, si on a des symptômes ou si on est cas contact, l'assurance maladie est en capacité de délivrer un certificat d'arrêt de travail immédiat, indemnisé et sans jour de carence. Elle mettra en place aussi un suivi systématique avec 2 ou 3 appels téléphoniques sur 7 jours. Et alors, du coup, qu'en est-il de cette fameuse campagne de vaccination, Astrid ? Alors, les personnes en EHPAD, en unité de soins longue durée, les personnes en situation de handicap hébergées dans des établissements spécialisés, les professionnels de santé et aides à domicile de plus de 50 ans peuvent déjà se faire vacciner. Et dès le lundi 18 janvier, les personnes âgées de plus de 75 ans pourront aussi être vaccinées dans les nouveaux centres de vaccination qui voient le jour. Les rendez-vous se prendront par Internet ou par téléphone à partir de jeudi prochain. Merci Astrid pour toutes ces précisions. L'actualité, c'est aussi le parcours de la célèbre course au soleil, le Paris-Nice, qui a été dévoilé mercredi dernier. À ce sujet, nous accueillons Sonia Brault, maire de Saint-Cyr-l'École. Votre commune va ouvrir le bal de cette édition 2021 du Paris-Nice. Bonsoir. Bonsoir, c'est en effet un grand plaisir que d'accueillir cette course qui est toujours un grand moment de plaisir pour les villes qui sont traversées. J'imagine. Et nous accueillons également Stéphane Jeanne, maire de Oinville-sur-Moncian, commune qui verra également le départ, mais cette fois-ci de la 2e étape de la course. Et vous êtes aussi avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout d'abord, cette fameuse course, je le rappelle, cycliste se fera au mois de mars prochain. C'est la 12e année consécutive que le Paris-Nice passe par les Yvelines. Est-ce que vous êtes content, Stéphane Jeanne, vous qui attendiez, je le sais, depuis longtemps, que cette course se fasse dans votre commune ? Oui, énormément content, fierté personnelle, et puis je veux que ce soit surtout une joie collective pour notre commune. Donc, je voudrais déjà remercier le président du département qui a poussé la candidature de notre commune et Christian Prudhomme, le directeur d'ASO qui a validé cette candidature. Donc on va se faire une joie collective de recevoir cet événement international. Pour une commune à notre échelle de un peu plus de 1000 habitants, ça va être un événement assez exceptionnel.
surtout sur cette période morose où on n'organise plus rien depuis le mois de janvier l'année dernière. Donc j'espère que la situation sanitaire va évoluer dans le bon sens et qu'on va pouvoir faire un beau départ de cette deuxième étape de Paris-Nice. On l'espère, en effet. Les sentiments même sont partagés, j'imagine, par vous aussi, Sonia Brault. Évidemment, en effet, on remercie à la fois le département et ASO de nous avoir sélectionnés. On va pas se le cacher, ça faisait un petit moment qu'on candidatait parce qu'on sait à quel point c'est un moment de joie partagée. Et je rejoins mon collègue qui explique que, oui, ça fait 1 an que nos événements sont annulés, que nous tentons des innovations énormes pour essayer de mettre un peu de joie dans nos villes. Et la course de vélo, c'est toujours quelque chose qui rassemble. Quelle que soit la pratique ou non du sport, vous vous retrouvez au bord de la route et c'est toujours un moment de fête partagée. Alors on a hâte. Alors quel va être l'enjeu dans vos communes ? D'abord vous, Stéphane Jeanne, justement, vous l'avez rappelé, votre commune, c'est environ 1000 habitants. Est-ce que, du coup, dans une petite commune comme la vôtre, quel est l'enjeu, l'organisation, etc., d'une course aussi importante ? On a l'expérience parce qu'on organise quand même annuellement une brocante qui attire plusieurs milliers de personnes, donc avec 250 exposants, 70 bénévoles. Donc on s'est organisé un événement à ce niveau-là. Bon là c'est une découverte pour nous, donc on sait qu'on va pouvoir compter sur les services du département et d'ASO qui vont apporter toutes leurs compétences et on sait si elles sont nombreuses avec l'organisation du Tour de France. Donc on n'est pas inquiet, on s'est déjà réunis avec ASO pour préparer cette journée, ces 2 jours, parce que la préparation commencera le dimanche. Et honnêtement, je ne suis pas du tout inquiet et j'attends sereinement ce jour de départ, en sachant quand même qu'il va y avoir 2 mois de travail assez conséquents à effectuer et surtout penser à tout. Voilà. Alors on dit souvent que le Paris-Nice, c'est un petit Tour de France, c'est quand même une course très célèbre. Qu'est-ce que cela représente pour vous, cette course, Sonia Brault ? Écoutez, d'abord, ça représente de la joie, du partage, j'en ai déjà parlé, mais surtout, ça représente un ciment. Toutes les équipes de la ville sont déjà sur le pont. J'ai encore ce matin, vous voyez, en allant chercher ma baguette de pain, je croise un des agents de la ville qui de suite me dit « Madame le maire, mais quel est le parcours exact ?» Tout le monde est sur le pont. Je crois que c'est vraiment une course qui est fédératrice. À la fois le week-end où elle va passer, ce dimanche 7 où il y aura le départ, mais à la fois dans la préparation. Et c'est un moment où en fait nos associations, nos bénévoles dans la ville, comme nos services, travaillent sur un projet commun et c'est une belle aventure en réalité. Alors, dernière question, cette fois-ci pour vous deux, très rapidement. Y aura-t-il des animations sur votre commune, à Ouinville-sur-Montcian ? Oui, au niveau de notre école primaire, j'ai vu avec la directrice avant-hier, donc on en a parlé. On va voir ce qu'on va mettre en place au niveau de notre commune, bien sûr. Et il y aura aussi le partenariat avec le département au niveau du collège. Donc, vous savez que dès que Thomas Vaucler, normalement, sera convié à aller faire une intervention au collège de Gaillon, où vont les enfants de Ouinville-sur-Montcian. Donc, pas d'animation pour le public. Avec la crise sanitaire, j'imagine, quand même, c'est compliqué. On attendra, pour mettre ces animations en place, on attendra l'évolution de cette crise sanitaire, bien sûr. Et en fonction de cette crise sanitaire, on verra ce qu'on peut faire au mieux. C'est vrai que ça sera un peu handicapant. On va suivre cette évolution sanitaire tous les jours et puis voir au fur et à mesure ce qu'on pourra mettre ou ne pas mettre en place afin d'animer notre village et de faire un beau départ. Et de votre côté, du coup, Sonia Brault, est-ce qu'il y aura des animations malgré la crise sanitaire, la pandémie ? Alors, nous avons bien entendu pensé à un village à l'endroit du départ et on a, on va dire, 2 plans. Le plan hors crise sanitaire, on est tous vaccinés, on n'a plus de masque et tout va bien. Et puis le plan un peu plus contraint avec une entrée, une sortie et un nombre de personnes réduites dans les activités. Mais en tous les cas, on tentera, tant que faire se peut, et on sait qu'aujourd'hui, c'est pas toujours simple, de maintenir une activité et un village de départ. Merci Sonia Brault, merci Stéphane Jeanne d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci. L'actualité de la semaine, c'est Mélanie Poquet qui nous la résume en 78 secondes. Un nouveau coup dur pour le monde culturel avec des chiffres de la Covid toujours alarmants. La date de réouverture du 7 janvier des établissements est très vite abandonnée par le gouvernement.
Pas de réouverture non plus pour les bars et les restaurants. Le gouvernement ne l'envisage pas avant mi-février. La campagne de vaccination a débuté à Saint-Quentin en Yvelines. 10 volontaires ont reçu la première injection à l'unité de soins de longue durée du centre hospitalier de Plaisir et son EHPAD. À Versailles, ce sont les professionnels de santé de plus de 50 ans qui sont vaccinés au sein de l'hôpital Mignot. Un centre a aussi ouvert le 7 janvier à Poissy. Son objectif, vacciner 150 personnes par jour. Le divorce est acté entre l'Europe et le Royaume-Uni depuis le 1er janvier. Plusieurs entreprises yvelinoises sont touchées. Plus de démarches administratives pour les imports et les exports et des délais de livraison rallongés. Les images viennent de l'autre côté de l'Atlantique mais ont marqué les Américains vivant dans les Yvelines. Des partisans de Donald Trump ont envahi le Capitole à Washington. Le Congrès certifiait les résultats de l'élection présidentielle. Et après une semaine bien chargée, quoi de mieux que de se détendre le week-end? Célia Gatsongo nous propose ses idées sorties et loisirs. Merci Éléonore. Cette semaine, nous allons parler des bonnes résolutions à prendre pour l'année 2021. Et qui dit bonne résolution, dit souvent reprendre une activité physique. Mais après les fêtes, difficile de se motiver. Notre journaliste Michael Elmidoro a testé pour nous quelques exercices à faire pour reprendre plus ou moins le sport en douceur. C'est la question que tout le monde se pose après les fêtes. Comment perdre du poids? Je suis justement avec Céline. Céline, vous êtes coach sportive. Comment on fait pour perdre du poids après les fêtes? Moi, j'ai pris entre 1 et 2 kilos. Comment on fait? Comme beaucoup de personnes, bonjour déjà. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de reprendre une alimentation équilibrée à base de légumes, de fruits et de protéines. C'est la base. Oui, et de boire beaucoup d'eau. Et puis aussi, on va s'occuper de relancer un peu le système métabolique, parce que là, ça s'est un peu ralenti, et en faisant notamment quelques abdos bien ciblés. Le premier exercice d'abdominaux, c'est d'être sûr déjà de savoir bien concentrer notre attention ici pour que ça ne bouge pas. Une main sur chaque cuisse, vous inspirez, et en soufflant de toutes vos forces, vos mains poussent dans les cuisses et les cuisses résistent. Inspirez, relâchez la pression. Souffle. Allez. Voilà. Et là, on est en train de travailler le transverse, le muscle profond qui tient toutes les viscères. S'il y en a un à travailler, c'est celui-ci. Ok. Ensuite, la jambe tendue, les pieds flex. Voilà. Inspire sans bouger et expirez, remontez les épaules. Inspirez, retenez la descente. Très bien. Encore. Soufflez, montez. Là, on travaille les grands droits depuis ici jusqu'en bas. Toute la distance des grands droits. Oui, je sens bien les grands droits. Ouais. Une dernière fois. Et redescendez. Voilà. Petit bonus. Alors attention déjà à l'allongement de la nuque. Le regard va. Les omoplates resserrés, les fessiers resserrés, le nombril absorbé. J'inspire et en soufflant, serrez le ventre et décollez une jambe. Et reposez. En soufflant, décollez l'autre jambe sans bouger le bassin. C'est un bon bonus là. En soufflant, décollez une jambe. Ben oui, ça c'est pour les vrais costauds. Et une dernière fois. Et stop. Combien de fois je dois faire cet exercice, ces exercices-là au quotidien ou par semaine? Ce serait bien que ça devienne une routine. Et qui dit routine dit quasiment quotidien. Donc il faut faire 10 séances, 10 répétitions de chaque exercice que je vous ai fait faire. Et idéalement 3 à 4 fois par semaine. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne année. Foie gras, champagne, petit four ou encore chocolat, fini les excès. Au mois de janvier, il faut reprendre son alimentation en main avec une cuisine détox. Démonstration avec la chef Sylvie Kempler qui vous propose une salade légère et gourmande pour bien démarrer l'année. Un reportage de Pierre-Hugo Reber. Nous allons faire aujourd'hui une salade vitaminée à base de carottes et d'oranges, ce qui vous mettra du soleil dans l'assiette. On commence par éplucher 300 g de carottes et on les coupe en tranches assez fines. Pour être le plus léger possible, c'est cuisson à l'eau avec un peu d'ail et d'huile d'olive. On va faire des petits bouillons. On démarre un petit peu, on pousse et puis après on baisse le feu pour que ça cuise à petit bouillon. Donc une quinzaine de minutes. Au bout de 15 minutes, on vérifie qu'elles sont tendres avec la pointe du couteau. Si elles sont tendres, on les égoutte et on fait réduire le jus de cuisson qui reste. Et pendant que ça cuit, on en profite pour peler une orange à vif. Il ne faut garder que la pulpe pour profiter au maximum des vitamines. Donc vous voyez, là, on a tout cet albédo qu'on va enlever, ainsi que le zeste. Ouais, très épais, donc on y va largement. Et on suit la forme de l'orange jusqu'en bas.
Pour assaisonner, c'est tout aussi simple, on récupère le jus d'orange et on y ajoute un peu de sel, de la fleur d'oranger et de la cannelle. Si jamais vous trouvez ça un peu léger, pas de problème, la chef a tout prévu. Alors, cette recette que je vous propose en salade aujourd'hui, vous pouvez la faire aussi en plat. Dans ce cas-là, vous pouvez accompagner vos carottes oranges avec des coquilles Saint-Jacques ou un filet de poulet cuit à la vapeur par exemple, ou juste grillé. Comme ça vous fait un plat complet. Ça y est, c'est prêt, il n'y a plus qu'à dresser. Présentez les carottes et l'orange sur quelques feuilles de salade sucrine, saupoudrer de cumin et ajouter du jus de citron. Rien de mieux pour vous donner un bon coup de fouet face au froid de l'hiver. Et on rappelle que pour continuer la détox tout au long de l'année, il suffit de manger des légumes de saison, réduire les matières grasses et boire beaucoup d'eau. Et nous recevons notre invitée du jour, Marie-Aline Charrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur et conservateur du musée départemental Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye. Alors le musée est actuellement fermé dû à des travaux et sa réouverture est prévue en avril 2021. Vous pensez que ce sera possible vu le contexte sanitaire ? Alors nous sommes résolument optimistes, voilà. Mais nous sommes aussi prudents, donc on prévoit, en tout cas on essaye de prévoir les choses au maximum, c'est-à-dire soit une réouverture effectivement comme elle serait en temps normal, soit une réouverture un peu plus contrainte de façon à pouvoir accueillir le public le mieux possible, en espérant qu'effectivement on puisse rouvrir au début du mois d'avril. Et en attendant, vous avez mis en ligne plus de 200 œuvres sur le nouveau portail donc des collections du musée, c'est bien ça ? Tout à fait, oui. C'est un portail qui a été lancé à l'occasion des Journées européennes du patrimoine en septembre dernier. Et donc, à terme, on pourra publier l'intégralité de nos œuvres, c'est-à-dire à peu près 5000 œuvres, un peu plus de 5000 œuvres. Mais pour l'instant, il y a 200 notices d'œuvres qui sont en ligne avec des visuels haute définition téléchargeables. Et sur votre site internet, on peut aussi voir également une conférence spectacle de 35 minutes sur la vie de Maurice Denis. Pourquoi avoir fait cette vidéo ? Alors en fait, nous souhaitions, puisqu'on aurait dû rouvrir à l'automne 2020 avec une double commémoration, les 150 ans de la naissance de Maurice Denis et les 40 ans du musée. Donc comme ce n'était pas possible, en partenariat avec l'Office de tourisme Saint-Germain Boucles de Seine, nous avons créé une interview imaginaire, un entretien imaginaire avec Maurice Denis. Donc c'est cette vidéo de 35 minutes qui était suivie ensuite par une conférence Zoom et des échanges questions-réponses avec le public. Ce qui nous a permis également de lancer notre chaîne YouTube, donc Musée départemental Maurice Denis, que nous allons développer à l'avenir. Et donc justement, est-ce que d'autres contenus seront disponibles à venir sur votre site internet ? Oui. Tout à fait, absolument, que ce soit des supports de communication, bien entendu, mais pas que, de véritables contenus de médiation sous forme de vidéos sur différentes thématiques. Le but étant de pouvoir faire vivre le musée à la maison, en tout cas le faire vivre différemment qu'en venant le visiter sur place, si ce n'est pas possible. Justement, est-ce que c'est important de faire vivre le musée quand même malgré tout, malgré sa fermeture sur le site internet ? Oui, bien sûr, comme tous les musées, c'est pas une spécificité du musée Maurice Denis. Vous savez qu'aujourd'hui, les musées sont encore fermés, sans savoir réellement quand ils vont pouvoir réouvrir. Donc, c'est important de s'adapter à la situation. Et effectivement, beaucoup de musées se sont engagés à produire des contenus sur Internet et sur les réseaux sociaux également. Peut-être dernière question, le monde de la culture est malmené en ce moment, maintenant à cause de la crise sanitaire. Qu'en pensez-vous, vous, en tant que directeur de musée ? C'est une situation qui est compliquée. On met dans la balance des vies humaines et un bien-être. Il faut espérer pouvoir de nouveau sortir, de nouveau profiter de la vie. Le compromis et l'équilibre est toujours difficile à atteindre. Donc, il faut arriver à faire les deux. Préserver autant que possible et puis avoir quand même un petit peu de soleil dans notre existence, un peu d'optimisme.
Merci beaucoup Marie-Aline Charrier d'avoir été avec nous. De votre invitation. Au revoir. Au revoir. Et pour finir cette page loisirs, je vous propose 2 idées de sortie pour ce week-end, avec d'abord un parcours nature Cap Énigme en forêt de Sainte-Apolline à Plaisir. L'idée est de combiner courses d'orientation et découverte du patrimoine naturel. 2 parcours d'orientation sont proposés, un pour les adultes et l'autre pour les enfants. Et puis une visioconférence d'1h30 sera organisée par l'Office de tourisme de Versailles vendredi 8 janvier 2021 à 15h. Elle traitera de la saga des descendants du comte de Toulouse, dernier bâtard de Louis XIV, jusqu'à la femme de Philippe Égalité. Et le 7-8 Week-end se poursuit avec Éléonore qui va nous parler de l'actualité. Cette semaine, dans votre nouvelle émission, le 7-8 Week-end du vendredi, vous retrouverez un journaliste de la rédaction de TV78 qui nous présente ce qui fera la une la semaine prochaine. Cette semaine, Patrice Carmouze, directeur de l'information. Bonsoir. Bonsoir, Éléonore. Aujourd'hui, direction l'espace alors. Absolument. Alors, je peux vous dire que la semaine prochaine, on va parler du vaccin, on va parler de la vaccination, on va parler du virus, évidemment, mais on va prendre de la hauteur parce que dans la nuit de mercredi à jeudi prochain, à 1h du matin, heure française, depuis la Californie, va être lancé un satellite. Alors pourquoi ça concerne le territoire ? Parce que dans ce satellite, il y a un nanosatellite tout petit qui a la taille d'un Rubik's Cube, qui a été conçu, financé par le LATMOS, le laboratoire atmosphère et observation de l'atmosphère et de l'espace, qui est à Guyancourt. Et ça a eu 2 ans, 3 ans de travail pour mettre au point ce satellite qui va avoir pour mission d'observer les radiations de la Terre. Donc c'est une observation plutôt d'ordre environnemental. Donc ça va être lancé, voilà. Donc il va y avoir d'ailleurs une soirée spéciale au LATMOS dans la nuit de mercredi à jeudi. On ira la filmer d'ailleurs pour le lancement de ce satellite. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans l'histoire de la conquête spatiale, ça a été souvent un enjeu politique. Il y a eu la guerre froide, les États-Unis, l'URSS, après la Chine s'y est mise. Et aujourd'hui, il y a un autre phénomène qui est celui de la privatisation de la conquête spatiale. Il y a de plus en plus de financement privé. Et d'ailleurs, ce nanosatellite est financé à la fois, alors il était conçu par le public, par le LATMOS, qui sont des chercheurs, mais financé aussi par le privé. Et d'ailleurs, Philippe Kekut, qui est directeur adjoint du LATMOS et qui est à l'origine de ce satellite, nous en parle. Ça va être le cadre dans lequel il va falloir travailler. Le nanosat est une très bonne illustration pour ça, puisque finalement, nous avons nous-mêmes récupéré les fonds, alors certains publics, mais beaucoup aussi privés. Typiquement, on embarque un capteur médical d'une société qui l'a développé pour le tester dans l'espace, puisque l'idée, c'est que ce capteur pourrait servir les astronautes. Donc il faut le valider spatial. Mais du coup, là, on a des fonds privés. Donc on est en train, déjà notre nanosat, et notre nanosat avec un envoi via SpaceX, c'est déjà plus la filière habituelle. Et donc on voit bien qu'on est quand même dans une transformation de la méthode. Et pour nous aussi scientifiques, on va devoir s'adapter à probablement plus de collaboration publique-privée dans le futur. Et vous pourrez retrouver l'intégralité de cette interview dans le VYP qui sortira lundi sur tv78.com, émission d'ailleurs que vous avez présentée, Patrice. Ah oui, il a été interviewé Philippe Kekut, voilà. Exactement. Merci Patrice pour cette chronique. C'est déjà la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. L'information revient lundi à 18h dans le 7-8 Journal présenté par Grégory Canalet. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end.